Après l'effondrement de l'entreprise de mon frère, je suis rentré à la maison pour Thanksgiving, seulement pour être bloqué à la porte par mes parents. Tu as refusé de vendre ton magasin pour 450 000 $ alors que ton frère en avait besoin. Tu n'es plus notre fils, a crié mon père. Tous nos biens iront à ton frère. Je les ai regardés en silence, puis j'ai souri. Ils n'avaient aucune idée que je me préparais à ce jour. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. J'espère que vous passez une merveilleuse journée, où que vous soyez. J'aimerais que vous puissiez partager en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous regardez et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. L'air vif de novembre me mordait les joues alors que je garais ma voiture dans la rue de mes parents. Les vieux chênes, généralement d'une teinte dorée chaleureuse en automne, se tenaient nus et squelettiques contre un ciel grisacier. Les maisons que j'avais connues toute ma vie étaient décorées de guirlandes joyeuses de Thanksgiving, de gros dindons gonflables oscillaient sur des pelouses soignées, des guirlandes de lumières oranges scintillant prématurément. J'avais l'impression d'être sur un plateau de théâtre pour une fête à laquelle je n'étais plus le bienvenu. Ce n'était pas n'importe quelle rue, et ce n'était pas n'importe quel rassemblement familial. C'était la rue où la façade soigneusement construite de ma vie et de la leur était sur le point de se briser complètement. Et la maison où j'ai grandi deviendrait l'endroit où je serais officiellement chassé. Je m'appelle Alex. Je suis dans la trentaine. Et pendant la majeure partie de ma vie, j'avais été le bon fils, le responsable, celui sur qui on pouvait compter. Grandir dans cette banlieue calme et arborée, tandis que mon frère, Marc, était le soleil indéniable autour duquel tournait notre petit univers familial, j'étais plutôt comme une planète distante et moins intéressante. Marc était l'étoile, charmant, impulsif, bruyant, ayant toujours besoin d'attention, et l'obtenant toujours. C'était le genre d'enfant qui pouvait se sortir de n'importe quoi, fenêtre brisée, couvre-feu manqué, cours raté et d'une certaine manière vous faire sentir comme si c'était vous qui aviez commis une erreur. J'étais calme, observateur, trouvant du réconfort dans les coins avec des livres ou en construisant des mondes complexes avec des Legos. Alors que Marc remplissait la maison de bruit et de demandes, j'ai appris à occuper un espace minimal, espérant qu'en étant facile, en étant bon, en étant responsable, je pourrais enfin gagner une fraction de l'adoration sans effort qui lui était prodiguée. Nos parents ont encouragé cela, qu'ils se soient rendus compte des dégâts ou non. Maman, avec sa concentration laser sur les apparences et ce que les voisins pensaient, se préoccupait de Marc avec une énergie presque désespérée. Chaque dessin médiocre qu'il produisait était un chef-d'œuvre, chaque léger défi qu'il rencontrait était un obstacle insurmontable nécessitant toutes les mains sur le pont. Elle lissait ses aspérités, trouvait des excuses à son comportement de plus en plus erratique, célébrant ses plus petites et plus superficielles réussites, obtenir un C+ à un test pour lequel il n'avait pratiquement pas étudié, charmer un parent difficile comme s'il s'agissait de prix Nobel. Papa, bourru et pragmatique en matière de finances, de réparation à domicile et de politique locale, devenait incroyablement doux et complaisant lorsqu'il s'agissait de Marc. Il est juste fougueux, disait-il en secouant la tête avec tendresse après que Marc ait fait quelque chose de vraiment désagréable, ou cette ligne fatiguée et lourde qu'il laissait tomber chaque fois que Marc avait besoin d'une autre faveur ou d'un autre sauvetage. Le sang est plus épais que l'eau, disait-il, l'utilisant non pas comme un lien d'amour et de soutien inconditionnel, mais comme une justification tordue de l'irresponsabilité de Marc et de mes sacrifices requis. Mes propres réussites silencieuses entraient dans une bonne université grâce à une bourse, construire quelque chose de stable et de réel comme mon entreprise ont été accueillis par un signe de tête superficiel, peut-être un grognement de « c'est bien, Alex. Continue ton bon travail », rapidement suivi de « mais Marc a besoin de notre attention en ce moment », ou un pivot pour revenir à la discussion du dernier drame de Marc. Pendant des années, ma faiblesse la plus profonde et la plus embarrassante était que je désirais désespérément leur approbation sincère. Il ne s'agissait pas seulement de validation, cela ressemblait à un membre manquant, un besoin fondamental insatisfait. Je pensais que si je travaillais simplement plus dur, étais plus fiable, ne causais pas de problème, anticipais leurs besoins, si j'étais juste assez bon où ils me verraient enfin, m'apprécieraient vraiment, comme ils le faisaient si clairement pour Marc. Je croyais, follement, que je pouvais d'une manière ou d'une autre gagner leur amour par le simple effort et la conformité. C'était un espoir persistant et naïf, un angle mort que je ne semblais pas pouvoir dépasser, peu importe combien de fois ils m'ont ignoré, m'ont déçu ou m'ont subtilement sapé. Marc, quant à lui, passait d'un projet à moitié cuit à un autre avec un optimisme illimité et infondé, un site de vente en ligne douteux qui a dilapidé l'argent de démarrage en quelques mois, un emploi de consultant qui semblait impliquer plus de déjeuners coûteux et de parties de golf que de travail réel, une idée d'application qu'il a à peine codée avant de l'abandonner. Chaque échec laissait une traînée de dettes et d'associés déçus.
Et à chaque fois, mes parents étaient là, écrivant des chèques, aplanissant les choses avec des appels téléphoniques chuchotés, laissant souvent entendre sombrement que ma stabilité et mon succès croissant signifiaient que je devrais contribuer davantage pour aider la famille, pas seulement un soutien émotionnel, mais de l'argent comptant. Ma librairie et mon café, le Daily Grain, n'étaient pas seulement une entreprise, c'était mon sanctuaire, construit sur du capital travail. Des nuits tardives passées à éplucher les feuilles de calcul sous une seule lampe de bureau, et l'amour pur des histoires et de la communauté. J'avais investi tout l'argent que j'avais, contracté de petits prêts, appris tout, de la gestion des stocks à la préparation d'un latte parfait. Cela représentait mon indépendance, mon autonomie, quelque chose qui m'appartenait purement, une chose solide et florissante que j'avais construite de toutes pièces sans leur aide. Mes parents voyaient les choses différemment. Ils voyaient un actif, une source de fonds, une vache à lait. Il y a environ 3 mois, le dernier, le plus important et le plus absurde projet de marque a heurté un mur. C'était une sorte de start-up technologique alambiquée dans le secteur de la mode durable qui, à mes yeux, ressemblait étrangement à un château de cartes construit sur des promesses gonflées et de l'argent d'investisseurs douteux. Présenté avec le charisme habituel de marque et zéro substance, marque à appeler en premier, plein de fanfaronnades et de jargon technique que je ne comprenais pas, ayant besoin d'une énorme somme d'argent rapidement pour combler les lacunes avant qu'un investissement majeur n'arrive. Puis l'appel conjoint est venu de maman et papa. C'était orchestré, d'un calme effrayant et transactionnel. Marc avait besoin d'une grosse somme, 450 000 $, ont-ils précisé. La solution, présentée comme la chose la plus évidente et la plus raisonnable au monde, était que je devrais vendre le Daily Grain. Ce n'est que de l'argent, Alex, a dit maman, sa voix douce, raisonnable, ne comprenant absolument pas que mon magasin n'était pas seulement de l'argent. C'était mon indépendance, ma communauté, mon identité, la manifestation physique d'années de dur labeur. Le potentiel de Marc est illimité. C'est un petit prix à payer pour la famille, a ajouté papa, sa voix basse et ferme, portant le poids de l'autorité paternelle qu'il déployait rarement pour autre chose que le contrôle. C'est un test de ta loyauté, fils. La famille est de la famille. Fais ça, et tu seras pris en charge. Ta place dans la famille est assurée. Eh bien, Alex, tu dois comprendre que les actifs doivent aller là où ils serviront le mieux le nom de la famille, pour l'avenir de la famille. C'était la menace la plus explicite de déshéréditation à ce jour, un écho effrayant de commentaires voilés faits au fil des ans sur la nécessité de s'assurer que les choses sont traitées équitablement ou de récompenser la loyauté. Je me souviens être resté assis là dans mon appartement tranquille au-dessus du magasin, le téléphone se sentant froid et lourd contre mon oreille. L'odeur familière du vieux papier et du café d'en bas s'est soudainement sentie distante, irréelle. Mon estomac s'est tordu en un nœud dur. Ce n'était pas seulement l'argent ou le magasin, c'était l'audace absolue de la demande, l'attente que je démantelerais ma vie stable et honnête, construite brique par brique pénible, pour soutenir celle instable et malhonnête de Marc, purement par un sentiment tordu d'obligation. Mon vieux désir enraciné de leur faire plaisir, d'obtenir enfin cette place insaisissable au centre de leur monde, luttait violemment contre une marée montante d'autopréservation et de colère juste. C'est le moment où les derniers vestiges de cet espoir naïf sont morts, une mort douloureuse et prolongée. C'était mon point de rupture dans ce cycle précis de recherche de leur approbation, comprenant enfin instinctivement que l'approbation que je désirais ne serait jamais accordée que si je me sacrifiais sur l'autel des besoins de Marc. Ma voix tremblait légèrement, manifestation physique du tremblement de terre interne. Mais le mot qui est sorti était clair, ferme et définitif, non. Le silence a plané sur la ligne, épais et stupéfait. Puis l'explosion, la fureur, l'incrédulité. C'était comme si je les avais giflés. Des accusations ont volé, égoïsme, cupidité, abandon de mon frère, incompréhension de ce que signifiait vraiment la famille, trahison de tout ce qu'il m'avait soi-disant donné. L'appel s'est terminé brusquement par la voix de papa, froide et dure comme de la pierre, tu as fait ton choix, Alex. Ne t'attends pas à ce que nous oublions ça. Ne t'attends à rien de nous jamais plus. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai traversé ma librairie silencieuse et bien-aimée, traçant les dos des livres avec mes doigts, passant ma main sur le comptoir lisse et usé du café. Chaque objet semblait précieux, imprégné de mes efforts, de mes rêves, de mon indépendance. Il voulait que je vende ceci l'incarnation de mon travail acharné et de mon autonomie pour le dernier mirage de faux succès de Marc. La douleur de leur rejet était une douleur sourde et lancinante derrière mes côtes, une manifestation physique d'un chagrin d'amour. Mais en dessous, quelque chose de nouveau durcissait. Je n'étais plus seulement blessé, j'étais en colère, oui, mais surtout,
j'avais les yeux clairs. Leur amour n'était pas inconditionnel, c'était une transaction que je ne pouvais plus me permettre à un prix trop élevé à payer. Et c'est là que la préparation a commencé. Cela n'est pas né de la vengeance, pas entièrement, pas au début. Cela est né d'un besoin clair et froid d'autopréservation. Ils avaient menacé mon avenir, ma sécurité financière, ma place dans la famille, en raison de mon refus de soutenir aveuglément un frère que je soupçonnais de plus en plus d'être impliqué dans quelque chose de profondément malhonnête, voire illégal. S'ils étaient prêts à me couper si facilement pour cela, de quoi d'autre étaient-ils capables? Et si les agissements louches de Marc explosaient et me mettaient d'une manière ou d'une autre en cause à cause de petites faveurs passées que j'avais faites, sans le savoir? Et s'ils essayaient de saisir des actifs? Plus tard, j'ai appelé un avocat dès le lendemain matin, Monsieur Henderson. Il avait un petit bureau au centre-ville, qui sentait légèrement le vieux papier et le cirage au citron. Il était gentil, vif, avec un comportement calme et régulier et des yeux sages qui semblaient avoir tout vu. Il a écouté patiemment, sans jamais interrompre, alors que je racontais des années de favoritisme subtil et flagrant, le schéma d'échec de Marc, les détails spécifiques de la demande récente de vendre mon magasin, les menaces explicites de déshéréditation. La documentation est essentielle, Alex, m'a-t-il conseillé, sa voix basse et graveleuse. Commencez à enregistrer chaque conversation. Enregistrez chaque texto, chaque email. Tout ce qui montre leurs intentions, leurs schémas et les activités de votre frère au cas où. Ce beau cas où est devenu une obsession, alimentée par un sentiment croissant d'effroi et un besoin de me protéger. Plus je creusais dans l'entreprise de Marc, suivant de faibles traces en ligne, plus la façade charmante qu'il présentait s'écaillait, révélant quelque chose d'indéniablement pourri en dessous. Les forums d'investisseurs chuchotèrent des retards de paiement, des appels non retournés, des excuses étranges. Un ancien investisseur mécontent, un homme timide et gentil nommé Monsieur Davis, m'a contacté après avoir vu un message désespéré que j'avais posté sur un forum financier de niche, demandant vaguement des informations sur la société de Marc. Nous nous sommes rencontrés dans un café neutre, le cliquetis des tasses et le bourdonnement des conversations formaient une toile de fond à son histoire silencieuse et déchirante de la perte de ses économies de retraite. Il m'a montré des déclarations confuses, des promesses contradictoires faites par Marc, des accords qui semblaient délibérément vagues. Ce n'était pas seulement un échec, cela semblait structuré pour tromper, intentionnellement trompeur. Le mot Ponzi planait lourdement dans l'air entre nous, non dit au début, puis chuchoté avec un sentiment partagé d'horreur. Mes soupçons se sont solidifiés en une certitude froide et dure, Marc n'était pas seulement mauvais en affaires, c'était un escroc, un fraudeur, et mes parents étaient soit volontairement aveugles à cela, soit, plus inquiétant, complices en permettant une fraude potentielle en essayant d'utiliser mes actifs légitimes pour soutenir les siens illégitimes. La confirmation silencieuse de Monsieur Davis s'est sentie comme une pièce essentielle qui s'emboîtait. Il était un étranger objectif, une victime dont l'expérience a validé mes pires craintes concernant Marc et, par extension, la complaisance de mes parents. Et puis sont venus les enregistrements. Monsieur Henderson l'avait suggéré, mais la première fois que j'ai réellement appuyé sur le bouton d'enregistrement de mon téléphone avant d'appeler maman, je me suis senti mal, comme si j'espionnais ma propre famille. Les bips indiquant l'enregistrement semblaient être de fortes accusations dans mon oreille. Mais après avoir reçu des textos de plus en plus vicieux et manipulatoires, des choses comme la dépression de Marc est de ta faute pour ne pas l'avoir aidé, ou si quelque chose arrive à son entreprise ou à sa réputation, c'est sur ta conscience, Alex, mélangé à des rappels pointus qu'ils examinaient leur testament et envisageaient les besoins de Marc, j'ai senti une froide détermination supplanter mon malaise. J'ai commencé à enregistrer chaque appel, chaque conversation en personne lorsque je rendais brièvement visite avant qu'ils ne me mettent effectivement complètement de côté. En réécoutant leur voix calme et raisonnable un instant, venimeuse et menaçante l'instant d'après, déclarant explicitement leur intention de me déshériter si je ne me conformais pas, les entendre rationaliser les échecs de Marc et mon soi-disant égoïsme, cela ressemblait à une trahison rejouée en boucle, durcissant ma résolution et éliminant tout doute persistant. Un enregistrement en particulier est devenu crucial, une conversation tendue entre mes parents ou maman, soupirant, a dit « Je sais que les méthodes de Marc sont douteuses, George, mais c'est notre fils. Nous devons le protéger. » Suivi de la réponse bourrue de papa, « Assure-toi juste qu'Alex ne trouve rien de concret. Nous gérons les investisseurs discrètement. » Une fois le testament réglé, Alex n'aura plus de jambe sur laquelle se tenir de toute façon. C'était une preuve effrayante qu'ils étaient conscients de la malhonnêteté de Marc et qu'ils avaient l'intention de me faire taire et de le protéger, utilisant l'héritage comme une arme. Thanksgiving s'approchait comme un orage imminent que je voyais se rassembler à l'horizon.
Je n'avais pas parlé à mes parents ni à Marc depuis des semaines, pas depuis les derniers textos glacials après que son entreprise ait officiellement implosé, laissant une traînée d'investisseurs en colère, d'employés désespérés et d'agents de recouvrement implacables. Marc était retourné vivre chez eux, vivant sous leur toit pendant qu'ils se débrouillaient probablement pour faire face aux conséquences. Le silence de leur part n'était pas du genre inquiet, c'était du genre délibéré et punitif, destiné à me faire ressentir le poids de ma supposée transgression. Puis est venu le texto, dans 2 semaines. Le dîner de Thanksgiving est à 14 heures. Votre père s'attend à ce que vous soyez là. Soyez à l'heure. Pas d'amour, pas de chair, pas d'indice de chaleur ou de réconciliation, juste un ordre, une convocation au bureau du directeur. Une partie de moi le redoutait avec une douleur physique profonde. La pensée de faire face à leur indignation fabriquée, au ressentiment maussade de Marc, à la tension suffocante, mais une partie plus grande et plus froide se sentait prête. Armée d'enregistrements, de documents, d'impressions de forums et de la validation silencieuse de M. Henderson et de M. Davis que je n'étais pas fou, que leur comportement et les actions de Marc étaient manipulatrices, malhonnêtes et potentiellement problématiques sur le plan juridique, j'ai décidé d'y aller. Il ne s'agissait plus de réparer les choses, il s'agissait de les affronter à mes conditions et de tracer une ligne dans le sable si nette, si claire, qu'elle ne pourrait être ignorée par personne. La date encerclée sur mon calendrier est devenue un point focal, un mélange d'effroi et de détermination sombre. Le trajet lui-même était tendu. Chaque kilomètre me rapprochait de la confrontation inévitable. La radio de la voiture jouait une musique joyeuse des fêtes Bing Crosby, Nat King Cole, un contrepoint bizarre au nœud d'anxiété qui se resserrait dans mes entrailles. J'ai répété des conversations dans ma tête, différents scénarios, différentes réponses, mais je savais qu'il serait impossible de prédire leurs actions. Mes mains étaient moites sur le volant. Alors que je tournais dans leur rue, voyant les maisons familières, les décorations festives, la douleur de ce que la famille devrait ressentir était vive, une douleur fantôme. Mais elle a été rapidement éclipsée par une détermination féroce et froide. Je n'étais plus le petit garçon qui espérait une miette d'approbation, j'étais un homme qui protégeait sa vie, son intégrité et l'avenir qu'il avait construit. En entrant dans l'allée, la vue familière de la maison de style colonial, habituellement une présence réconfortante, semblait imposante, comme une forteresse que j'approchais pour la bataille. Le vent d'automne m'a fouetté alors que je sortais de la voiture, portant la douce et légère odeur des roses tardives du jardin de ma mère, un parfum qui signifiait autrefois réconfort mais qui ressemblait maintenant à une autre partie de la façade élaborée. Je les ai vus immédiatement, n'attendant pas sur le porche avec d'étranges sourires de bienvenue, mais debout raides côte à côte, directement devant la porte d'entrée fermée, bloquant l'entrée. L'air déjà froid semblait baisser de 20 degrés Celsius autour d'eux. Leur visage, généralement si soucieux de présenter un masque agréable et accueillant au monde, était marqué d'une fureur dure, d'une déception rigide et de quelque chose d'autre que je ne pouvais pas tout à fait placer, la peur, rapidement masquée par la colère. Je me suis dirigé vers eux. Le craquement du gravier sous mes chaussures étrangement fort dans le silence pesant. La courte distance semblait faire des kilomètres. Il n'y avait pas de chaleur, pas de salutation, juste un mur de désapprobation parentale et d'exclusion froide. Alex, a tonné la voix de mon père, dépourvu de toute affection paternelle, coupant l'air vif comme de la glace, résonnant légèrement dans le soudain silence de la rue. Nous devons parler ici même. Je me suis arrêté à quelques mètres, le froid s'infiltrant dans mon manteau. Je suis là, papa. Qu'est-ce que c'est? Ses yeux se sont rétrécis, fixes et durs, refusant de s'adoucir. Nous sommes profondément déçus de toi, fils. Profondément. Nous pensions que tu comprendrais. Nous pensions que la famille signifiait quelque chose pour toi. Mais tu as refusé d'aider ton frère quand il en avait le plus besoin. Tu as mis ton argent, ton magasin, avant ton propre sang. Ce n'est pas ce que fait la famille. Il a fait un pas en avant, sa voix s'élevant, alimentée par une colère pleine de suffisance, crachant les mots comme des accusations. Tu as refusé de vendre ton magasin pour 450 000 $ alors que ton frère en avait besoin. Tu n'es plus notre fils. Les mots m'ont frappé, non pas avec la force d'un coup de poing, mais avec la précision glaciale d'une coupe de chirurgien. Plus notre fils. Des années d'essai, des années d'espoir, des années d'être la sauvegarde, le deuxième choix fiable, le fils qui ne causait pas de problème, tout distillé dans cette seule phrase brutale et effaçante. Ma poitrine s'est resserrée, non seulement métaphoriquement, mais physiquement. Une bande suffocante s'est enroulée autour de mes côtes comme si quelqu'un avait enroulé du fil barbelé autour de mes poumons. C'était ça, le rejet final et sans équivoque, le moment que j'avais à la fois redouté et,
d'une manière étrange, préparée. Les maisons familières de la rue semblaient tourner légèrement, les décorations festives des maisons des voisins se brouillant en formes insignifiantes. Pendant une brève et agonisante seconde, la douleur brute et exposée d'être véritablement chassée, d'atteindre le fond absolu de leur amour conditionnel et transactionnel, était écrasante. Je suis resté là, silencieux, exposé, absorbant tout le poids écrasant de leur verdict final. Puis maman a fait un pas en avant, son visage un masque de résolution froide. Chaque ligne s'est durcie, sa voix coupante et finale, chaque mot comme un éclat de glace. Ton père a raison, Alex. Cette famille s'occupe des siens. Marc a besoin de tout maintenant. Son avenir est la priorité. Tous nos biens iront à ton frère. Tu ne recevras rien de nous. Tu as fait ton choix. Tous nos biens, la maison où j'ai grandi, les économies destinées à leur retraite, à l'avenir de notre famille, tout cela allait revenir au fils qui avait dilapidé toutes les occasions, brûlé tous les ponts et construit un château de cartes sur des fondations de tromperie. Simplement parce que j'avais refusé de sacrifier mon propre avenir honnête et durement gagné pour le soutenir cette fois-ci. L'injustice a coupé le souffle de tout cela, la cruauté désinvolte, m'a coupé le souffle. Je les ai regardés, ces deux personnes qui étaient censées m'aimer et me protéger inconditionnellement debout à la porte de la maison à laquelle j'étais censé appartenir, me disant que j'étais sans valeur et remplacé par un criminel. La douleur était toujours là, un vide profond et lancinant dans ma poitrine. Mais en regardant leur visage dur et impitoyable, elle était rapidement remplacée par quelque chose d'autre. Quelque chose de froid, quelque chose de clair, quelque chose d'incassable, la résolution. Ils pensaient détenir tout le pouvoir. Ils pensaient pouvoir simplement m'effacer, me laisser briser sur leur seuil. Ils pensaient avoir gagné. Un petit sourire grinçant a effleuré mes lèvres. Ce n'était pas un sourire joyeux, ni triomphant. C'était le genre de sourire qui reconnaît une ironie profonde et tragique, une amère compréhension. Ils m'avaient repoussé pendant si longtemps, m'avaient fait sentir comme un étranger dans ma propre famille. Et les voilà maintenant, officialisant cela, pensant que je m'effondrerais. Mais ils n'avaient aucune idée. Ils n'avaient aucune idée que pendant qu'ils étaient concentrés sur leur colère et leurs biens, j'avais tranquillement et méthodiquement préparé ce jour précis. Ma voix était calme, stable, coupant l'air tendu comme un scalpel. Vous pensez que c'est une question de 450 000 $ d'actifs? Vous pensez pouvoir simplement me couper parce que je n'ai pas financé la dernière entreprise de Marc? Leurs expressions se sont durcies. Un éclair d'incertitude dans leurs yeux a été rapidement masqué par une colère renouvelée. C'est une question de loyauté familiale, a lancé ma mère, la voix tendue. Vraiment? Ma voix était toujours basse, mais elle possédait un nouveau tranchant d'acier, inébranlable. Parce que je sais ce qui est arrivé à l'entreprise de Marc. Et ce n'était pas seulement un échec pour lequel il avait besoin d'aide. J'ai vu la lueur de peur dans leurs yeux s'intensifier, rapidement remplacée par une indignation hésitante. De quoi parles-tu, Alex? N'invente pas, a exigé mon père, faisant un pas de plus vers moi, sa posture menaçante, ses mains se serrant en poing sur les côtés. Je parle de fraude, papa, ai-je dit, ma voix gagnant en force, remplissant l'espace entre nous. Je sais que Marc n'a pas seulement perdu de l'argent. Il l'a volé. Il a mis en place une arnaque pyramidale, se nourrissant d'investisseurs. J'ai vu les documents. J'ai parlé à l'une de ses victimes, Monsieur Davis, et j'ai des preuves. J'ai plongé ma main dans ma poche de veste et j'ai sorti mon téléphone, leurs yeux fixés dessus, méfiants. En quelques tapes, j'ai localisé le fichier et j'ai joué un enregistrement. Il était court, tiré d'un appel apparemment anodin il y a quelques semaines, juste après l'effondrement de l'entreprise de Marc. La voix de ma mère, un soupir lasse clairement audible, je sais que les méthodes de Marc sont douteuses, George. Et je m'inquiète pour ses investisseurs, mais c'est notre fils. Nous devons le protéger. Quoi qu'il en coûte. Suivi de la réponse bourrue et pragmatique de mon père, fais juste en sorte qu'Alex ne trouve rien de concret. Garde-le concentré sur son propre magasin. Nous nous occuperons des investisseurs discrètement. Une fois la roue réglée, Alex n'aura plus de quoi se défendre de toute façon. Même s'il fait du bruit. L'enregistrement s'est terminé. Le silence était plus lourd qu'avant. Leurs visages sont devenus blêmes, la couleur s'est écoulée, laissant derrière elle un masque pâle et maladif de choc et d'horreur naissante. Ils ont regardé le téléphone dans ma main comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux sur le point de frapper. Marc est apparu soudainement derrière eux dans l'embrasure de la porte, attiré par les voix élevées, les yeux grands ouverts,
fixé sur le téléphone, le visage un tableau de panique pure. Tu nous as enregistrés? A chuchoté ma mère, sa voix à peine un souffle. L'indignation des moments précédents avait complètement disparu, remplacée par une peur brute et exposée. Vous avez menacé de me déshériter et m'avez traité de déloyal pour avoir refusé de participer à l'entreprise criminelle de votre fils, ai-je dit, ma voix maintenant froide, dépourvue d'émotion, un contraste frappant avec la tourmente intérieure. Vous aviez prévu de me faire taire et d'utiliser l'héritage comme une arme. Que espériez-vous que je fasse? Me laisser faire? J'ai regardé l'un après l'autre, puis Marc, figé dans l'embrasure de la porte. Vous êtes si inquiet pour les biens qui reviennent à Marc. Peut-être devriez-vous vous inquiéter davantage de l'endroit où il va passer les prochaines années. Indication, ce n'est pas en héritant d'un manoir. Mon père s'est jeté en avant, un son rauque et guttural s'échappant de sa gorge alors qu'il tendait la main vers le téléphone. Je me suis rapidement reculé, hors de sa portée, le gravier craquant sous mes pieds. Sortez de ma propriété, a-t-il rugi, le visage violet de rage, là-bas volant. Tu es fou. Tu inventes tout ça. Nous allons te poursuivre. Tu vas le regretter, Alex. Nous allons faire en sorte que tu perdes tout. Ma propriété, ai-je répété. L'absurdité de la menace m'a frappé debout sur l'allée de la maison que j'avais contribué à entretenir, la famille dont j'avais souvent discrètement réglé les dettes, ou dont j'avais aidé à nettoyer les dégâts au fil des ans, la maison que je passais les week-ends à réparer au lieu de construire ma propre vie, la famille dont le récit avait contrôlé toute ma vie. Très bien. J'ai fait un pas en arrière, tournant mon corps vers ma voiture, le vent fouettant autour de moi. Vous vouliez me mettre dehors? Vous vouliez me couper? Considérez que c'est fait. Vous y êtes parvenu. Je les ai regardés une dernière fois, mes parents debout là, rigides, bloquant la porte d'une maison qui n'était plus un foyer, leur visage un mélange de rage et de peur piégée, Marc planant derrière eux, petit et terrifié dans l'embrasure de la porte. Vous venez de faire votre plus grosse erreur, ai-je dit, ma voix claire, stable, et portant tout le poids de la vérité. Vous venez de mettre dehors la seule personne qui connaissait la vérité et qui avait les preuves pour le prouver. Tournant complètement le dos, je me suis dirigé résolument vers ma voiture. Le silence qui a suivi leurs dernières protestations étouffées était assourdissant. Mais il était différent maintenant, pas le silence de la défaite, mais le calme tendu et chargé après une explosion, la mienne et la leur. En montant dans ma voiture, je n'ai pas regardé en arrière. J'ai démarré le moteur, le ronronnement familier, un son réconfortant de réalité. Je me suis éloigné de la maison, de la rue, de la famille, de la vie dans laquelle j'avais essayé si désespérément, pendant si longtemps, de m'intégrer. Les larmes sont venues alors, chaudes et rapides, brouillant les lumières scintillantes des fêtes des autres maisons en stries de couleurs. C'était un sanglot profond et déchirant qui a secoué tout mon corps, pleurant non pas la perte de biens, mais la perte de la famille que j'avais toujours désirée, la preuve finale et indéniable que l'amour que je désirais n'était jamais vraiment là. Mais sous la douleur, sous le chagrin, il y avait un sentiment croissant de libération. Terrifiante et exaltante, j'étais libre. Le premier appel que j'ai passé n'a pas été pour pleurer sur l'épaule d'un ami, bien que je savais que j'aurais besoin de ça plus tard. C'était pour Monsieur Henderson. Je me suis arrêté sur le bord de la route, la voiture tremblant légèrement. C'est arrivé, ai-je étouffé, la voix épaisse d'émotion, les larmes coulant toujours sur mon visage. Ils m'ont mis dehors, comme il l'avait dit. Il est temps. Les jours et les semaines qui ont suivi ont été un flou d'action en justice et d'un bouleversement émotionnel profond et continu. Monsieur Henderson était efficace, calme et méthodique, une main ferme me guidant à travers le monde confus et froid du système judiciaire. Sur la base des preuves que j'ai fournies et les courriels, les documents financiers que j'avais laborieusement rassemblés, les enregistrements accablants, le témoignage de Monsieur Davis, nous avons déposé un rapport de police détaillant les pratiques commerciales frauduleuses de Marc. Le processus semblait stérile, clinique, un contraste frappant avec le drame familial brut, désordonné et émotionnel qui l'avait précédé. Remettre les enregistrements était comme remettre des morceaux de mon propre cœur et exposer la vérité, l'aide de ma famille à des étrangers, mais c'était nécessaire. Le processus juridique s'est déroulé rapidement, presque cliniquement, exposant la pourriture au cœur de l'entreprise de Marc. Les détectives ont examiné les preuves, corroboré l'histoire de Monsieur Davis et ont trouvé d'autres victimes qui avaient hésité à se manifester. La piste papier était indéniable. Marc a été arrêté une semaine avant Noël, un titre surréaliste dans le journal local, juste sous les annonces des événements de vacances.
Il a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation de fraude et de détournement de fonds. Sa façade de succès soigneusement construite, celle à laquelle mes parents s'étaient désespérément accrochés et qu'ils avaient essayé de financer avec mon avenir, s'est complètement effondrée non seulement au sein de la famille, mais publiquement. La nouvelle a fait des remous dans notre communauté. La réaction de mes parents à l'arrestation de Marc et à mon rôle indéniable dans cette affaire a été prévisiblement volatile et égocentrique, déni, indignation et tentative frénétique et désespérée de contrôler le récit. Ils ont appelé des parents, des amis communs, ont même publié des mises à jour soigneusement formulées et passivement agressives sur les médias sociaux, essayant de me présenter comme un fils vengeur et avare qui essayait de ruiner son frère innocent et ses parents généreux par vengeance parce que je n'avais pas obtenu ce que je voulais. Leur mouvement signature déformait la réalité et privilégiait les apparences avant tout était pleinement exposé, une tentative désespérée et hésitante de reprendre le contrôle. Alex est instable, ai-je entendu. Il fait des accusations folles parce qu'il est jaloux de Marc, ont-ils dit à un parent. Mais cette fois, la vérité avait des reçus des rapports de police et, finalement, des documents judiciaires. Lorsque les nouvelles locales ont rapporté l'arrestation de Marc et ont explicitement mentionné que l'enquête avait été déclenchée par un rapport d'un membre de la famille qui avait fourni des preuves cruciales, les chuchotements dans la communauté se sont transformés en questions ouvertes, en regards gênés et, finalement, en preuve indéniable que leur histoire était fausse. Les retombées sociales ont été brutales, un champ de bataille secondaire qui parfois semblait aussi douloureux que le rejet initial. Certains parents, en particulier ceux qui avaient bénéficié de la générosité de mes parents ou de Marc, ou ceux qui ne pouvaient tout simplement pas imaginer remettre en question le caractère sacré de l'unité familiale ont instinctivement pris le parti de mes parents, me fuyant. Des rencontres gênantes à l'épicerie où les gens faisaient semblant de ne pas me voir. Des amis que je partageais avec Marc où mes parents se sont soudainement tus ou ont offert des réponses froides et peu engageantes. Cela a fait mal, un type de douleur différent du rejet initial, une confirmation que le système familial était pourri bien au-delà de l'unité de base, que beaucoup privilégiaient le confort et l'apparence à la vérité et à l'intégrité. Mais il y a aussi eu les alliés inattendus, les gens qui sont sortis de l'ombre. Monsieur Henderson, bien sûr, était plus qu'un simple avocat. Il est devenu une source de soutien calme et professionnel, son comportement calme et sa foi inébranlable dans les faits m'ont ancré lorsque les vagues émotionnelles menaçaient de me submerger. Il a validé la réalité de la manipulation que j'avais subie, m'aidant à la voir clairement non pas comme un échec personnel, mais comme une dynamique dont j'avais enfin échappé. Etage M. Davis, l'investisseur timide que Marc avait escroqué, m'a de nouveau contacté après la diffusion de la nouvelle. Il n'était pas de la famille par le sang, mais il avait également été victime de la tromperie de Marc et, d'une certaine manière, du système complaisant de mes parents en partageant nos expériences, confirmant les schémas de manipulation, les promesses creuses, le sentiment d'être utilisé. C'était incroyablement validant et guérissant. Il représentait l'étranger objectif qui voyait la vérité sans les filtres de l'histoire ou de l'obligation. D'autres alliés inattendus ont émergé, un cousin éloigné qui avait vu des dynamiques similaires dans la famille il y a des années mais était resté silencieux, un vieux voisin qui avait toujours trouvé le style de vie de Marc douteux. Leur soutien silencieux ou ouvert a contribué à redéfinir ce que signifiait l'appartenance. Puis est venu le second rebondissement, mis au jour presque accidentellement au cours du processus de découverte juridique relatif aux actifs et aux dettes de Marc. Il ne s'agissait pas d'argent ou de comptes cachés, mais d'un secret du passé qui a jeté une lumière troublante et déchirante sur le favoritisme bizarre et extrême de mes parents envers Marc. Rangé dans un ancien coffre-fort auquel Marc avait d'une manière ou d'une autre accès se trouvaient des liasses de lettres et de documents datant de plusieurs décennies. Ils ont révélé que Marc n'était pas, comme le croyaient tous les membres de la famille et de la communauté, le fils biologique de mon père. Il était le produit d'une brève liaison cachée que ma mère avait eue avant ma naissance, peu de temps après son mariage avec mon père. Mon père, après avoir découvert la vérité peu de temps après la naissance de Marc mais ayant choisi de rester dans le mariage, avait manifestement conclu un pacte avec ma mère, ils élèveraient Marc comme son propre fils, et ils surcompenseraient par un favoritisme implacable, une indulgence et un soutien financier. Ce n'était pas simplement une préférence parentale typique, c'était une performance à vie motivée par l'insécurité enfouie de mon père, un besoin désespéré de prouver qu'il était le vrai père de Marc en lui fournissant tout, en le protégeant de toutes les conséquences et en le comblant de ressources qui n'étaient pas vraiment méritées. Cette révélation, tout en ajoutant une couche de contexte tragique au comportement extrême et irrationnel de mes parents, n'a pas excusé leurs abus, leur négligence à mon égard ou leur soutien au comportement criminel de Marc. Elle a simplement montré que la façade qu'il présentait au monde de la famille parfaite, le fils d'or prospère, les parents justes étaient construite sur un mensonge qui a faussé leur relation avec leurs deux fils. Elle a fourni une compréhension plus profonde,
bien que douloureuse, pour moi et, finalement, pour le public qui entendrait mon histoire. Le moment de la justice n'a pas été une seule et unique confrontation dramatique en salle d'audience. Bien que la condamnation de Marc ait eu sa propre atmosphère sévère, il s'agissait d'une série de conséquences silencieuses et indéniables qui se sont déroulées. Marc a plaidé coupable à certaines accusations pour réduire sa peine, faisant face à des années de prison d'État. Les investisseurs, y compris M. Davis, ont obtenu une certaine restitution, bien qu'inférieure à ce qu'ils avaient perdu. Mes parents, sans être inculpés comme complices de la fraude, ont fait l'objet d'un examen minutieux de la part de la communauté et, je le soupçonne, de leur propre intérieur la honte publique, les chuchotements, la réputation endommagée, le démantèlement de l'image soigneusement soignée qu'ils avaient chérie par-dessus tout. Pour eux, c'était peut-être une punition plus dure que toute amende. Ils ont perdu leur position, leur crédibilité et la façade sociale même qu'ils avaient privilégiée par rapport à une véritable connexion humaine. Je n'ai pas intenté de nouvelles poursuites judiciaires contre mes parents directement concernant l'héritage ou les manipulations financières passées. L'affaire pénale contre Marc et l'exposition publique de leur complicité et du secret familial plus profond ont semblé constituer une résolution karmique plus profonde. Leurs menaces de déshéritage sont devenues sans objet face aux condamnations pour crimes de Marc et à leur propre humiliation publique. Qu'est-ce qu'il restait à hériter d'une fondation de mensonges? Le processus de guérison a été lent, désordonné et continu. Couper les liens complètement a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites, une amputation profonde et douloureuse qui a laissé une douleur fantôme. Il y a eu des jours où le chagrin était accablant, une vague de tristesse pour la famille que j'aurais souhaité, l'amour inconditionnel et l'acceptation que je n'ai jamais reçue. Je suis allé en thérapie, j'ai traité les années de négligence et de manipulation. Mais lentement, sûrement, avec le chagrin est venue la libération. L'anxiété constante, le nœud dans mon estomac, le sentiment d'être constamment jugé et trouvé défaillant, cela a commencé à se dissiper. Je me suis concentré sur la reconstruction non seulement de mon état émotionnel, mais de ma vie en nourrissant les relations basées sur le respect mutuel, l'honnêteté et l'affection authentique. Mon magasin, le travail quotidien, a continué à prospérer, devenant plus qu'une simple entreprise, mais un centre communautaire et un symbole de ma résilience, un résultat tangible de mon propre travail honnête et acharné, intact par leur toxicité. J'ai cultivé mes amitiés, je me suis appuyé sur la sagesse calme de M. Henderson, et je suis resté en contact avec M. Davis, trouvant de la force dans notre expérience partagée. J'ai commencé à construire ma famille choisie, un réseau de personnes qui m'ont vu, m'ont valorisé et m'ont soutenu pour ce que j'étais, pas ce qu'elles pouvaient m'extraire. Cette action de grâce, l'année suivante, j'ai dîné non pas avec des parents dans une maison remplie de tensions et de ressentiments implicites, mais avec M. Henderson, M. Davis et quelques amis proches dans mon propre petit appartement au-dessus du magasin. Nous avons partagé de la nourriture, des histoires, des rires et une gratitude silencieuse pour le simple confort d'une connexion authentique. Ce n'était pas la performance bruyante et tendue de mes actions de grâce d'enfance, mais une réunion chaleureuse et paisible remplie d'affection authentique. Assis là, me sentant vraiment vu et accepté, j'ai finalement compris que la famille n'est pas seulement du sang, ce sont les gens qui vous choisissent, qui vous voient, qui vous soutiennent et qui vous aiment pour ce que vous êtes, pas ce qu'ils peuvent obtenir de vous ou quel rôle ils ont besoin que vous jouiez dans leur propre récit tordu. En regardant en arrière, mes parents pensaient me prendre tout en me mettant dehors ce jour de l'action de grâce. Ils pensaient me punir, me laissant isolé et ruiné, prouvant que je n'étais rien sans eux. Mais ils avaient profondément tort. En me forçant à partir, en coupant ce lien toxique de manière si complète et si spectaculaire, ils m'ont fait le plus grand cadeau que j'aurais pu recevoir, ma liberté, mon intégrité, mon respect de moi-même et la chance de construire une vie et de trouver une famille basée sur la vérité, l'honnêteté et une connexion authentique plutôt que sur la manipulation, les mensonges et l'amour conditionnel. Parfois, les limites les plus difficiles à fixer sont celles avec les personnes auxquelles vous êtes censé être le plus proche. Mais parfois, perdre sa famille est le seul moyen de finalement se trouver soi-même.